Bien, et ben écoutez, bonsoir à tous et je suis très heureux de partager ce moment avec vous sur un sujet qui, je pense pour la plupart, vous ne connaissez pas. Ça s'appelle le Vastou. Alors pour introduire en fait cette soirée, ben, je me suis dit, tiens, peut-être on va commencer par trois mises en situation et je pense que ça va peut-être faire écho avec certains d'entre vous. Alors madame, écoutez, on réunit tous les critères, hein. Regardez, l'école des enfants est pas très loin, la maison est dans votre budget, vous vouliez trois chambres, enfin voilà, la cuisine est équipée, c'est ce que vous vouliez, hein. Et bah alors, dites-moi, hein. Non, ça a pas l'air de coller. Bah oui, effectivement, la personne qui est en face de cet agent immobilier, elle dit, c'est pas ça. C'est, je peux, oui, je sais, tous les critères sont là, mais je le sens pas. Voilà. Donc l'agent immobilier repart un peu dépité parce que là, il était sûr en fait de boucler l'affaire parce que effectivement tous les critères, la personne cochait toutes les cases et ça c'est pas fait. Bon, alors on va prendre une deuxième situation. Euh, Bon, écoutez, je suis un peu désespéré hein, quand même. Ça fait au moins la 10e visite qu'on a pour vendre notre maison. Les personnes n'y répondent même pas, ils nous font même pas une contre-proposition et à chaque fois, ben, les gens disent oui, c'est intéressant, effectivement, c'est pas mal. Bon, ben on va réfléchir, hein, on vous appelle. Et puis en fait, il n'y a même pas de contre-proposition, hein. Donc ça, ben, il n'y a rien qui évolue et on n'arrive pas à vendre la propriété. Pourtant, elle est au prix du marché. Voilà, ça c'est une deuxième situation. Alors, une troisième situation qui peut-être moi me touche plus en tant que thérapeute, c'est bon, eh ben, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh bah écoutez, vous savez, j'ai eu une petite amélioration, mais en fait c'est toujours pareil. Oh bah écoutez, ça fait la troisième fois qu'on se voit. À chaque fois vous sortez de ma séance de médecine chinoise et vous êtes très content, vous sentez qu'il y a de l'amélioration, mais en fait on a l'impression qu'à chaque fois on revient à la case départ. Eh bien, ça, c'est une situation que moi, en tant que médecin de médecine chinoise, j'ai pu rencontrer. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, au Vastu, c'est effectivement d'avoir cette, cette réflexion, quand j'ai découvert le Vastu il y a à peu près 28 ans, c'est que je me suis dit, eh bien, si je soigne un patient mais qui rentre chez lui et que la maison est toxique, eh bien mon traitement ne va pas tenir. Donc vous voyez ces trois mises en scène, euh, combien de fois j'ai pu les entendre. Bon, donc je vais prendre quand même un petit moment pour me présenter. Euh, donc je m'appelle Laurent Montels et j'ai découvert le Vastu il y a effectivement 28 ans de cela en Inde. Je faisais un voyage pour d'autres raisons, parce que je ne connaissais absolument pas la médecine de l'habitat. Je connaissais d'ailleurs ni le Vastu ni le Feng Shui à l'époque. Et je m'étais effectivement rendu compte qu'il y avait des patients qui venaient me voir et qu'en fait, mes traitements, bien qu'en sortie de séance, j'avais vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose, et en fait, je les revoyais quelques semaines plus tard et j'ai l'impression, effectivement, on revenait à la situation initiale et que mon traitement n'avait pas tenu. Et là, quand j'ai rencontré ce maître Vastou, il me dit, ben, moi je soigne les maisons parce que les maisons sont parfois toxiques. Et en fait, en soignant la maison, ben, je soigne les gens qui sont dedans. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, bah oui, ça fait tilt. C'est logique, quelque part. Si la maison est insalubre énergétiquement, bah, il y a toute chance, effectivement, mon traitement ne tienne pas. Et puis, lors de mon parcours, donc je suis resté 11 années en formation auprès de mon maître en Inde pour me former à cet art ancestral qui vient donc
des âges lointains dans la tradition de l'Inde, eh bien, j'ai, au bout des 11 années, j'ai commencé à suffisamment, je dirais, acquérir la connaissance de cette discipline pour pouvoir l'exercer moi-même. Et les deux autres situations que j'ai décrites, eh bien, je les ai effectivement souvent rencontrées. C'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à vendre leur propriété, bien qu'elles soient au prix du marché, qu'elles soient dans un endroit qui est plutôt sympathique, et les gens ne comprennent pas. Effectivement, il y a des visites, mais ça ne se déclenche pas. Alors je pourrais prendre aussi un petit peu dans la même, un peu dans le même registre. Vous êtes dans une rue commerçante, vous avez une boutique qui fonctionne, là ça fonctionne, là ça marche, ça marche. Puis celle-là, ça marche jamais. Liquidation totale, changement de propriétaire, et on arrive. C'est moi qui vous fais tousser. J'espère que vous n'êtes pas allergique au Vastou. Et donc, quand on a une lecture Vastou, eh bien, on comprend pourquoi cette boutique, en fait, elle ne fonctionne pas. Et on a beau changer l'activité, parce qu'on peut se dire, bon, ils ont pas choisi la bonne activité pour l'endroit. Mais en fait, quand ça change d'activité, que ça change de propriétaire, d'ailleurs, les gens locaux le savent. Ils disent, oh là, ce truc-là, ça ne va pas fonctionner, parce que ça ne marche jamais à cet endroit-là. Et puis, nombre d'agents immobiliers disent ben ouais, on connaît bien, il y a des maisons à divorce par exemple. Ben oui, parce qu'on les a tous les 2 ans ou 3 ans en vente, parce qu'effectivement le couple vient, s'investit dans la maison, et puis en fait, le couple se sépare, il faut revendre la baraque, et on a la maison à nouveau à vendre. Euh, il peut y avoir effectivement beaucoup de raisons, et là je vais essayer de vous dresser un panorama, mais assez succinct bien sûr, parce que dans une conférence je ne peux pas faire un vrai cycle de formation, mais au moins vous apporter un peu d'informations. Parce que quand j'ai découvert effectivement le Vastou, la première maison que j'ai... Alors pour la petite histoire, donc je rencontre, mais de façon totalement fortuite, c'est vraiment la vie qui m'a amené, vous savez, là, puis voilà, j'avais juste à dire oui. Et puis donc une soirée, lors d'une soirée, je rencontre ce maître Vastou qui me parle effectivement de soigner les maisons. Et devant, je dirais, ma curiosité pressante, il finit par me dire, bah, vous avez qu'à m'accompagner dans une consultation. Et j'arrive dans une maison, alors ça s'est passé quelques jours plus tard, et j'arrive dans une maison qui était... Vous savez, des fois, on rentre comme ça dans des lieux, et on se sent pas très bien, quoi, ça vibre pas. Alors on peut toujours mentalement se dire, bon, là c'est la couleur qui est moche, peut-être l'odeur de la maison qui nous plaît pas. Oui, il peut y avoir évidemment des critères, je dirais, objectifs, mais parfois, non, ils ont mis le paquet dans la déco, c'est de bon goût, c'est bien, mais on a l'impression presque de rentrer dans une maison témoin. Et dans cette maison dans laquelle nous sommes arrivés, avec le maître Vastou, bien effectivement, il y avait cette atmosphère qui était assez triste, ça vibrait pas. Et donc je vois le maître commencer à mettre des petits morceaux de cuivre, des petits morceaux de marbre, vous voyez, comme vous pouvez voir là au-dessus de la porte, des trucs comme ça. Je me suis dit, bon, je comprends vraiment rien à ce qu'il fait, mais par contre, je m'aperçois que l'énergie du lieu change, et je le sentais dans mon corps. C'est pas, je me faisais pas un mood making, vous voyez, une mise en condition. Moi, je suis quelqu'un quand même... je suis passé par la fac de médecine, donc bon, quand même une formation scientifique, même si j'ai quand même un pas dans la méditation, et donc je dirais une certaine sensibilité qui peut des fois transcender un peu la rationalité pour percevoir certaines choses, mais voilà, je comprenais rien à ce que faisait le bonhomme, mais au bout de 2 heures, c'était plus du tout, mais plus du tout la même maison. D'ailleurs, les gens qui nous avaient accueillis, ils avaient, vous voyez, le sourire jusque-là, enfin, ils voulaient plus nous laisser partir. C'était, non, c'était, je me suis dit, waouh,
qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et là, je demande à voir effectivement un peu plus. Parce que bah, voilà, je m'étais effectivement investi dans la médecine, mais je me suis dit, c'est quand même fort cette discipline de la médecine de la maison. Parce que dans notre discussion là, du premier soir, moi je lui dis, bah voilà, je suis chirurgien dentiste, je suis médecin acupuncteur, j'enseigne la méditation. Tout ça, pour moi, ça fait un tout qui est assez cohérent. Parce que je considère que la méditation, c'est peut-être la première forme de médecine qui soit. Et donc, lui, il me dit, bah oui, mais moi, je pratique la médecine de l'habitat. Et là, je me suis dit, bah, je ne peux pas faire l'impasse. Donc, puis bon, il y a une période de vie qui pouvait me laisser une fenêtre pour m'installer en Inde. Et donc, je suis resté 11 années avec le maître pour apprendre cette discipline. Ce qui, je l'avoue, n'a pas été très simple parce que voilà, c'est un apprentissage à la traditionnelle, à l'indienne, avec le petit nouveau qui suit l'ancien, qui fait les petites mains et puis qui apprend sans avoir forcément les explications. Vous voyez, il n'y avait pas un tableau, je sais pas, un PowerPoint ou un machin ou un truc pour me guider, quoi. Et puis je dirais que chaque maison, ça c'est aussi mon expérience d'aujourd'hui, c'est que chaque maison, elle a sa personnalité. C'est jamais la même chose. Moi, j'ai à peu près 2500 expertises. Même aujourd'hui, on a fait un vastou dans une maison, c'est unique. C'est unique. C'est pas, j'ai jamais rencontré exactement le même cas de figure. Et donc, c'est ça qui donne aussi l'attrait et en même temps la difficulté. Parce que si c'est pour apprendre quelques recettes de cuisine et puis vous voyez, les appliquer de façon, je dirais, un peu bête et méchante, bah, c'est vraiment trahir quelque part l'âme de cette discipline qui est vraiment du sur-mesure. Bien sûr, il faut connaître, je dirais, les règles, mais ça suffit pas. C'est-à-dire, il faut être capable de pouvoir rentrer en lien avec la maison, avec son énergie et décoder son message. Parce que chaque lieu peut vous dire quelque chose. Pourquoi cette dame, quand le premier exemple que j'ai pris, cette dame dit oui, je suis d'accord, tous les critères sont là, l'école pour les gamins est là, je peux aller chercher ma baguette à pied, il y a le nombre de chambres, il y a la cuisine équipée. Ok, super, mais je suis rentré, c'est pas ça. Je le sens pas. C'est-à-dire qu'on a une relation émotionnelle en fait au lieu. Comme on dit, c'est un coup de cœur. Ben oui, c'est parce que le cœur a parlé, et que le cœur s'est serré, là, et on n'a pas une adhésion de fond. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que sur le deuxième exemple, les personnes viennent visiter, mais il y a une retenue parce que dans l'énergie, ça ne circule pas. Combien de fois j'ai été appelé par rapport à ça, en disant écoutez, je ne comprends pas, moi, la maison ou l'appartement, on a du mal à vendre, on est même 10% sous le prix du marché et ça se déclenche toujours pas. Et je peux vous assurer que 3 fois sur 4, on fait un vastou dans le trimestre ou le semestre qui suit, le truc est vendu. Pourquoi? Parce que dès qu'on remet de la lumière, moi j'appelle ça de la lumière à l'intérieur, c'est de la vibration, les gens, ils sont accueillis, ils sont bien, ils rentrent, ils sont détendus. S'ils sont agressés, vous voyez, parce que l'énergie, elle est toxique, bah, ça se déclenche pas. Ça se déclenche pas. Alors, je vais peut-être vous donner quelques critères. Qu'est-ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas dans un habitat? Vous êtes au fond de l'impasse. Oh, je prends cet exemple tout à fait au hasard. Non mais rassurez-vous, braves gens, maintenant le vastou est passé par là. Donc nous ne sommes plus au fond de l'impasse. Vous pouvez rester. Il y a des mers là. Mais quand on est dans l'impasse, quand on vit dans l'impasse, on est dans l'impasse. Alors il y a bien sûr un aspect positif, hein, c'est-à-dire qu'on est tranquille. Ah oui, on est très très tranquille. Même l'énergie, je dirais, elle a du mal à s'inviter.
vous voyez, au fond de l'impasse. Ben ça se corrige. On peut, avec le Vastu, pallier, disons, à ce déficit vibratoire. Parce que représente une impasse dans l'énergie, on va dire, de la collectivité, c'est-à-dire l'énergie du pays. Le domaine public, il a sa vibration. Et c'est une vibration qui va, je sais pas, de Biarritz à Lille, vous voyez, ou de, je sais pas, de Genève, enfin Annemasse, ou jusqu'à Brest. Et c'est un réseau vibratoire qui est très très puissant. Mais quand il rentre dans un lieu et qui va taper sur un flux privé, c'est-à-dire en fait il n'a pas de sortie, eh bien il y a un effet de résonance, ce qu'on appelle un effet tambour, en fait, à l'intérieur, qui fait que l'énergie ne circule pas normalement. Alors ça peut paraître effectivement assez étrange pour nous, occidentaux, hyper rationnels, mais quand on a, je dirais, cette capacité à rentrer en communication, moi j'aurais même tendance à dire en communion avec l'énergie, eh bien on sent que c'est pas pareil. Et quand on lève le problème, même si c'est peut-être pas à 100% de ce que ce serait si vraiment il y avait un flux qui continue, eh bien, on retrouve de la cohérence dans l'énergie. Alors c'est un exemple. Euh, vous avez votre terrain à l'ouest. Je prends encore un exemple complètement au hasard. Tout le terrain à l'ouest, il descend, il est complètement affaissé. Eh bien là, ça va déprécier ce qu'on appelle les angles mètres. C'est-à-dire que la partie ouest d'un terrain, ça doit être une partie forte. Un petit peu comme dans les arts martiaux, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est ancré, il est là sur les jambes et en fait, il a les deux pieds un peu à l'équerre, à 90 degrés, parce que c'est la stabilité la meilleure. Vous poussez dans un axe, vous poussez dans un autre, vous voyez, vous pouvez vous tenir. Et puis c'est aussi, si vous êtes tout petit par rapport à quelqu'un qui arrive, qui est plus grand, évidemment vous n'êtes pas en position de force. Eh bien l'Ouest, c'est un peu cette image, c'est-à-dire que les angles doivent être bien calés, assez proches en fait de l'équerre, de 90 degrés, et si en plus ils sont un peu en hauteur, c'est un point d'appui. On dit dans le Vastu que c'est la colonne vertébrale en fait du lieu. Et si cette colonne vertébrale elle est déficiente, ben, ça va être compliqué. Tout va être compliqué, c'est-à-dire le lieu, il pédale, c'est un peu comme si vous cherchez à courir, vous voyez, vous êtes au bord de l'océan, puis vous courez dans le sable mou. Vous allez très vite vous fatiguer, tout est compliqué, ça prend beaucoup de temps, enfin voilà. Alors il peut y avoir des critères en plus qui se surajoutent. Bon, par exemple, si en plus de l'ouest, vous avez une maison qui est totalement cardinale, c'est-à-dire axée nord-sud, est-ouest. Hein, les murs, vous voyez, les murs porteurs extérieurs sont dans cet axe nord-sud, est-ouest. Hein, donc on dit que la maison, elle est en cardinalité. Eh bien, ça va apporter un ancrage excessif, c'est-à-dire une espèce d'hyperstabilité, mais qu'on peut décliner comme de l'inertie. Et à ce moment-là, eh bien, je peux vous dire que vous voulez faire des travaux, c'est long. Les entrepreneurs, ils peinent à venir, enfin, ça prend du retard. Il faut énormément déployer beaucoup d'énergie pour arriver en fait au résultat que vous souhaitez. Et puis vous prenez cette maison qui est cardinale, vous l'imaginez sur des roulettes, vous la mettez en diagonale par rapport aux axes cardinaux, c'est-à-dire que les murs extérieurs font des diagonales, sont par exemple nord-est, sud-ouest, eh bien vous allez avoir une tonalité qui est complètement différente. Vous avez ce qu'on appelle une maison hyper dynamique. Une maison hyper dynamique, c'est pas confortable du tout. C'est un petit peu comme si on était tout le temps sur des charbons ardents, vous voyez, sur le grill. Et cet agent immobilier qui dit « Oh, nous on connaît les maisons à divorce ». Les maisons à divorce, pratiquement toujours, ce sont des maisons qui sont autour de cette diagonale. On va dire entre
35 et 45 degrés désaxés par rapport aux axes nord-sud, est-ouest. Eh bien oui, alors qu'est-ce qui se passe? Dans ce genre de maison, on ne peut pas se poser, se reposer, parce qu'il y a une vibration qui est trop forte, et cette vibration, elle va accentuer en fait les problématiques. Alors si vous êtes par exemple dans une entreprise, parce que le Vastu ne concerne pas simplement évidemment les particuliers, eh bien vous avez, on va dire, une ambiance qui n'est pas bonne, des conflits, enfin, et il n'y a pas de tranquillité en fait dans ces lieux-là, on ne peut pas se poser. Alors si on est un petit peu entre les deux, bah peut-être c'est pas mal, vous voyez, c'est-à-dire une maison qui n'est pas tout à fait dans la cardinalité, qui est un petit peu décalée. Mais là aussi, j'ai vu des maisons qui étaient parfaites en énergie statique, à 0 degré. J'ai vu quelques maisons parfaites à 45 degrés, mais ça reste des exceptions. De toute façon, quand on étudie le Vastu avec les étudiants, j'arrête pas de leur dire, bon, voilà, le cas général c'est ça, mais faites gaffe, parce qu'il y a souvent en fait des choses qui sont à la marge de ce qui est habituellement. Alors, peut-être avant de prendre les questions, je vais vous parler de 2-3 critères encore. Hein. Bon, il y en a une vingtaine de critères vraiment principaux, on va dire, donc je ne peux pas les dérouler tous et puis vous expliquer, mais un cas typique, c'est vous faites une piscine. Ben, une piscine, par exemple, qui va être côté ouest de la maison, elle va déprécier l'énergie de la maison. Alors ça, surtout si elle est très proche de la maison, elle va créer ce qu'on appelle un différentiel de masse, c'est-à-dire qu'on a fait un gros trou dans la terre. Alors, si c'est une piscine hors sol, pas de problème. Hein. Démontez pas votre piscine demain qui est à l'ouest pour la mettre autre part. Celle-là ne pose pas de problème parce qu'on n'a pas creusé le sol, on n'a pas, vous voyez, créé un déficit de masse. Un déficit de masse, ça veut dire que bon, bah, quand on a fait un trou, évidemment, on a retiré de la matière, donc on a retiré de la masse. Et bah, c'est un peu comme si la maison, tout d'un coup, on lui disait, bah, voilà, en comparaison avec un humain, on t'a mis d'un côté en fait une semelle de 10 cm et puis de l'autre côté tu marches pieds nus. Bah, t'es forcément décalé. Et c'est ce qui va se passer au niveau de la maison. Alors on se dit, oh, c'est quand même bizarre ça. Mais ouais, mais j'ai connu, enfin en direct, hein, tout ce que je vous parle, c'est des choses qui sont vécues. Ben, j'ai vu des personnes ils font la piscine, ils commencent à avoir des problèmes de tout ordre, hein. C'est-à-dire la santé se dégrade, il y a des problèmes qui arrivent, mais dans les semaines ou on va dire le trimestre qui suit, vous voyez, l'installation de cette piscine, ça peut être des problèmes relationnels, enfin différents types de problèmes, y compris même à l'extérieur de la maison, dans le travail, dans des choses comme ça. Un autre critère, c'est ce qu'on appelle une extension. Ah, la maison est sympa, mais il faut l'agrandir un petit peu, on fait une extension. Ben, si l'extension, elle n'est pas calée dans le bon sens, elle peut dégrader l'énergie de la maison et les problèmes peuvent apparaître. Vous avez une toiture, vous voulez faire une véranda, puis vous dites, oh, bah, de toute façon, c'est relativement haut, je vais accroître je vais faire une extension de la toiture. Ben, c'est pareil, si vous avez une extension qui va vers l'ouest, ça va déprécier l'énergie de la maison. Et je pourrais dérouler comme ça un certain nombre de problèmes. C'est pas du tout dans nos logiciels aujourd'hui en Occident, mais il faut quand même savoir qu'entre l'Inde, la Chine et le Japon, ce qui représente à peu près quand même la moitié de l'humanité, ce sont des choses qu'ils connaissent et ils les prennent en compte. Et c'est pas juste comme on dit, des croyances populaires qui sont en fait des vestiges de trucs qui servent à rien. Non, c'est les hommes d'affaires en Inde, parce que bon, je suis resté longtemps en Inde, quand ils font un immeuble de bureau, une usine, ou une maison, je dirais, pour eux,
il y aura un consultant Vastu qui va regarder les plans, qui va donner des conseils et qui va intervenir. À l'origine, le Vastu, c'est essentiellement une science de construction. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un maître qui vivait dans le sud de l'Inde et qui a reçu un enseignement auprès de maîtres qui ont apporté en fait un éclairage nouveau, un petit peu nouveau. Enfin, disons qu'on fait du lien avec la tradition du Vastu qui date de 5000 ans et puis une actualisation, enfin, on va dire une lecture du Vastu qui peut s'appliquer aussi à l'habitat existant pour le réhabiliter. C'est fait de se faire une réelle réhabilitation énergétique de l'habitat. Alors j'aime bien quand j'ai un échange comme ça avec bon, le public, c'est aussi de pouvoir m'appuyer peut-être sur des questions et puis orienter avec des choses qui vous parlent, parce que de toute façon j'aurais tellement de choses à dire, autant que ça vous parle. Et alors je sais pas, monsieur là-bas tout au fond, j'ai vu que vous leviez la main. Sur un habitat circulaire. Ah, alors l'habitat circulaire, ben, en général, il est pas mal, l'habitat circulaire. Déjà parce que dans sa géométrie, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Euh, le, le cercle peut être circonscrit dans un carré et il peut aussi circonscrire un carré. Et donc, dans sa vibration, il est intéressant. D'où les yourtes, les tipis, enfin bon, c'est un certain nombre de constructions elles-mêmes traditionnelles qui ont une vibration intéressante. Après, ce qui peut être aussi un complément, c'est où est située l'entrée d'énergie dans la maison. Alors, on n'a pas la même lecture dans une maison ronde, par exemple comme une yourte, dans le sens où on n'a pas vraiment des façades, vous voyez, mais par contre, on a des orients. C'est-à-dire, est-ce que traditionnellement, dans les yourtes, ils mettent une porte soit au sud, soit à l'est. Du moins en Mongolie. Et ça correspond en fait à des entrées d'énergie particulières. Et là, l'entrée, elle est bien cardinalisée. Oui. Une autre question. Est-ce que dans l'hémisphère sud, du coup, est-ce qu'il y a des changements par rapport aux orientations? C'est-à-dire ce qui est valable dans l'hémisphère nord est-il valable dans l'hémisphère sud? Alors on peut décliner le Vastu, hein, d'après la question, est-ce qu'il y a des changements entre hémisphère nord et hémisphère sud? Oui, d'ailleurs on a un mathématicien brillant français qui s'appelle Coriolis et qui a en fait démontré qu'il y avait effectivement des nuances énergétiques plutôt dans la cinématique, hein, c'est-à-dire dans le déplacement des mouvements, qui s'opèrent de manière différente entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et depuis qu'on a des satellites qui passent au-dessus de nous, notamment des satellites météo, on s'est bien aperçu qu'en fait, quand il y a un ouragan dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, il ne tourne jamais dans le même sens. Enfin, toutes les tornades dans l'hémisphère nord tournent en ce qu'on appelle en giratoire, ou dans l'hémisphère sud en antigiratoire. Ce qui correspond d'ailleurs à l'énergie Vastu. C'est-à-dire qu'on ne va pas raisonner exactement de la même façon quand on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, parce que justement, on a une giration qui se décline dans un sens opposé. Mais attention, Coriolis nous a dit, on a une légère déviation vers la droite dans l'hémisphère nord pour une masse qui se déplace de haut vers le bas ou de l'équateur vers le pôle. Alors que quand on est dans l'hémisphère sud, eh bien la même masse qui se déplace du haut vers le bas va avoir un léger déplacement vers la gauche. Et il y a une équation mathématique qui démontre ça, c'est pas simplement la gravité ou la rotation de la Terre. Si on calcule mathématiquement qu'on fait, je sais pas, tomber un poids d'une tonne de 1 km sur le sol, bah, elle va mettre un certain temps, si vous voulez, pour quitter le point zéro, pour arriver juste sur le sol. On peut calculer l'accélération due à la gravité, on peut calculer le mouvement que la Terre va faire en rotation pendant ce temps, peut-être même infime, mais ça va bouger quand même. Et en fait, mathématiquement, ça doit tomber là, et on s'aperçoit que non, ça tombe un petit peu à côté. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a en fait en Vastu.
c'est-à-dire on a une rotation énergétique giratoire dans l'hémisphère nord et anti-giratoire dans l'hémisphère sud. Est-ce que la déviation dont vous parliez, c'est en rapport avec le pôle magnétique? Alors il y a effectivement une relation avec les pôles, effectivement. C'est alors dans le Vastu, on étudie, vous voyez, c'est quand même très large, c'est-à-dire qu'on étudie beaucoup de choses. Hein, quand on arrive en mission Vastu sur un site, on va regarder la géobiologie. Hein, ça, bon, ça, c'est assez connu. Puis je pense qu'ici, par exemple, il doit y avoir pas mal de personnes qui se sont impliquées dans la géobiologie pour réseau Hartmann, réseau Curie, Grand Diagonal, les Vendo, les failles et autres. Hein. Ben, on va regarder ça en fait dans un habitat parce qu'effectivement, il peut y avoir une influence négative sur l'humain avec ce qui se passe dans le sous-sol. Je dirais que ça fait à peu près 15 à 20% du Vastu. Donc vous voyez, il nous reste 80%. Après, peut-être à l'autre bout, il y a la mémoire des lieux aussi. C'est-à-dire que les lieux nous influencent, mais nous, ce que nous faisons aussi dans les lieux, vont nous influencer. Enfin, nous allons influencer les lieux, c'est ça ce que je veux dire. Et si on fait de la méditation, ben, on va monter la vibration. Par contre, bah, s'il y a beaucoup de violence, qu'il se passe des drames dans un lieu, bah, ça va laisser des empreintes. Alors peut-être certains connaissent Emoto, la mémoire de l'eau. Bon, c'est des expériences qui, évidemment, les scientifiques, là-dessus, ils disent, c'est une fumisterie, mais en fait, si on suit un protocole, on s'aperçoit qu'il y a une cristallisation différente de l'eau, suivant qu'en fait, elle a subi des influences. Si on lui a fait écouter du hard rock ou du Mozart, elle ne va pas cristalliser pareil, alors qu'on suit le même protocole. C'est bizarre, ça, quand même. Il y a aussi... comment s'appelle ce chercheur français qui est décédé il n'y a pas très longtemps aussi, qui a parlé aussi. Montagnier. Oui, Montagnier, voilà, les travaux de Montagnier qui ont montré quand même qu'il y avait une mémoire dans la matière. Alors, oui, la mémoire des lieux, en Vastu, on va également aborder ce point-là. Et puis, je dirais qu'entre les deux, il y a tout ce qu'on appelle l'énergie intrinsèque au lieu, c'est-à-dire le structurel. Le structurel, je vous en ai parlé tout à l'heure, si la maison elle est cardinale ou elle est en diagonale, c'est du structurel, c'est comment l'humain l'a conçu, comment l'humain l'a projeté. Sans vouloir critiquer les archis, mais des fois, je me dis, il doit être bien névrosé celui-là pour avoir fait un truc pareil. Non, mais je veux pas être raciste vis-à-vis, parce qu'il y en a aussi qui sont intuitifs et qui font des belles choses. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'appelle pas le médecin quand tout va bien. Hein. En général, si on fait appel à nos services, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Et on arrive des fois devant effectivement des maisons, on se dit, oh là là, mais c'est... comment on peut se projeter, si vous voulez, sur une maison comme ça, en étant bien dans sa tête. Moi, parfois, je rentre, on reçoit au sein de l'Institut, avec mon épouse Lydie, on dirige un institut qui s'appelle l'Institut français de Vastu. Eh bien, on reçoit évidemment régulièrement des devis, et des fois on les ouvre. Moi, quand j'ouvre, des fois j'ai mal à la tête. Parce que je me mets en lien, si vous voulez, avec le lieu, et je me dis, waouh, ça sert là. Vous voyez, on n'a pas besoin forcément d'être sur place. Hein. Quand les petits capteurs commencent à être bien ouverts, en fait, on peut ressentir des choses instantanément. Hein. La distance et le temps ne jouent pas dans ce genre de phénomène. Eh bien, et vous avez des constructions, je sais pas, il y en a qui connaissent le MoMA de Bilbao, par exemple. Oui. Restez une demi-heure, vous avez la tête en vrac. Hein. Alors bon, je ne dis pas qu'il y a peut-être un certain esthétisme devant cette espèce de grosse bouse dorée, enfin argentée, mais moi je sais qu'avec Lydie, on a été, on est rentré, au bout d'une demi-heure, on n'en pouvait plus, quoi, tellement
on était pilonné par les ondes de forme, donc c'est-à-dire toutes les flèches qui sont comme des, ouais, presque comme des couteaux qui vous rentrent dedans. Enfin, c'est subtil bien sûr. Quand il y en a un ou deux, ça passe, mais quand il y en a plein, hein, on appelle ça les ondes de forme. Et puis aussi, c'est l'agencement, comment l'énergie circule. Il y a des endroits où on rentrait dans des pièces, on a l'impression ça resserre, ça resserre, ça resserre. Ah non, on ne peut pas rester, on ressort, on est dans une pièce, bon là ça va un peu mieux, puis on est dans une troisième, à nouveau ça serre. Bon, au bout d'un moment, on se dit, bon allez, stop, ça suffit. On ressort pour pouvoir revibrer d'une façon correcte. Oui? Est-ce que dans le structurel, il y a aussi le choix des matériaux utilisés? Bien sûr, hein, les matériaux, plus c'est naturel, mieux c'est. Hein. C'est comme la nourriture. C'est-à-dire plus c'est transformé en général, et moins c'est porteur de vie. Voilà, j'ai une comparaison, je pense, qui est facile, voilà, et qui est à propos. Plus on... Les petites maisons en Inde, vous savez, qui sont faites avec la terre et les bousses de vache, là. Enfin, vous rentrez dedans, mais il y a une douceur là-dedans, c'est incroyable, comment on se sent bien. Et puis c'est dans la rondeur, vous voyez, il n'y a pas des angles vifs comme ça. Vous prenez les haciendas du Mexique, vous prenez les maisons du Chettina dans le sud de l'Inde, pour ceux peut-être qui connaissent cette région de l'Inde. Ça ressemble un petit peu aux médinas d'Afrique du Nord, c'est-à-dire que vous avez ces configurations qu'on appelle les configurations cloîtres, c'est-à-dire vous avez un joli porche, vous rentrez, il y a des colonnes, il y a un petit jardin au milieu, en fait, hein, c'est un petit espace libre, hein, qui va faire justement cette connexion ciel-terre, hein, qui est super importante dans un habitat, et puis tout est dans la rondeur, hein, il y a des voûtes, c'est... Arrondir les angles, c'est bien connu, hein, pour être plus doux. Alors oui, monsieur. Du coup, pourquoi c'est l'Ouest qui fout le bordel un peu partout? Là, vous avez repéré. Hein, eh ben, parce que, en fait, si vous voulez, l'Ouest, ça, c'est dû essentiellement à la rotation de la Terre, en fait, qui va apporter... vous voyez, le soleil se couche à l'ouest, c'est-à-dire qu'on va être en énergie déclinante. Et c'est comme s'il fallait une compensation, si vous voulez, au niveau de l'énergie de la Terre, pour compenser en fait cet effet de déclinivité de l'énergie. Alors que l'Est n'a pas ce problème, parce que, vous voyez, c'est l'énergie montante, c'est l'énergie qui porte, c'est la lumière qui arrive. Donc si l'Est est plus bas, c'est pas un problème. Hein. Alors, je sais que là, je peux pas vous faire une démonstration mathématique, scientifique, mais c'est ce que mon maître m'a dit, c'est ce qui est marqué dans les textes traditionnels, et je trouve que ça a une certaine cohérence. En tout cas, ça se vérifie. Et je pense que le scientifique, le vrai scientifique, il va pas dire... je sais pas, il va pas se mettre dans la posture de dire, bah, comme j'arrive pas à l'expliquer, ça n'existe pas. Bon, il dit, ouais, peut-être. Moi bon, j'enseigne le Vastu, et je dis aux étudiants, bon, il y a certaines choses sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer avec des arguments qui tiennent la route, et puis, je dirais, une certaine démonstration logique. Et puis, il y a certains éléments, je vais vous dire, c'est comme ça. Mais par contre, ça se vérifie par l'expérience. C'est-à-dire, si vous dites, je sais pas, l'aromathérapie, c'est de la gnognotte, ça fait rien. Mais si vous avez 200 témoignages de personnes qui vous disent, bah, moi j'avais tel problème, j'ai fait de l'aromathérapie et ça m'a résolu mon problème, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Alors on peut toujours dire, oui, bon, c'est gens crédules, c'est l'effet placebo. Moi, je peux vous citer, mais 50 témoignages de chats ou de chiens qui ont changé de comportement après Vastu. Bon, là, l'effet placebo, hein, avec le minou, non, ça tient pas. Ça tient pas. Donc, c'est d'ailleurs très rigolo, hein, de voir les animaux, un peu plus tard qu'aujourd'hui. Le chat, il était un peu bizarre, quoi. Les enfants, quand
notamment les tout petits, hein, quand on fait un vastou, le premier soir, ils sont hyper grognons, quoi. Parce qu'on leur a changé leur repère dans l'énergie, comme ils fonctionnent que, vous voyez, que d'une façon très émotionnelle et affective. Il y a pas là encore, vous voyez, une mentalisation des choses. Eh bien, ils sont perturbés. Et il leur faut une journée. Bon, ça dure pas, hein, c'est 1 à 2 journées pour se recaler, puis après, ça va mieux. Hein, c'est... Je voulais savoir, vous travaillez concrètement avec des outils, des objets, Oui, des alors... antennes, léchères, enfin, Alors, l'antenne de l'échelle, moi je la connais bien, je sais la manier, mais je l'enseigne pas aux étudiants parce que c'est une antenne qui est un peu difficile en fait à bien maîtriser, mais effectivement elle peut fonctionner. Ça c'est d'un point de vue plutôt de la géobio, ben, on a des antennes lobes de Hartmann, des baguettes, le pendule, enfin vous voyez, on peut se servir de différents supports pour ressentir. Après, au niveau correctif, on utilise du cuivre, on utilise du marbre. Parfois, on peut avoir des miroirs, vous voyez, alors on l'utilise, nous, sous forme de petites bandes miroirs, des petits réflecteurs. Et puis, on utilise aussi des mandalas, qui sont des structures traditionnelles qui viennent de l'Inde. Alors, on les décline d'une façon assez moderne, parce que mon épouse Lydie, donc, a fait les beaux-arts, qui est vraiment dans la création, et puis je dirais bien connectée, eh bien, elle crée des mandalas, mais à partir, je dirais, d'une construction traditionnelle, en respectant, vous voyez, des proportions. Dans le mandala, il y a vraiment 3 composantes fondamentales. C'est la forme. Bon, dans le mandala, on est dans le rond, donc on retrouve cette forme sacrée. Ensuite, il y a la couleur, qui est aussi une énergie. Et puis, il y a ce qu'on appelle le lien à l'égrégore qui est au centre, qui est vraiment comme un point d'acupuncture entre le monde visible et invisible, avec une composante particulière. Si vous mettez, je sais pas, Krishna, Bouddha, ou par exemple la fleur de l'arnica, eh bien, vous avez des énergies différentes. Et on va utiliser mandala avec, suivant un petit peu les problèmes qu'on peut déceler dans la maison, eh bien, on dit, oui, non, mais ce mandala, il est important. Et c'est vraiment le lien entre l'habitat et l'habitant, en fait. Alors que le structurel, c'est plus vraiment la maison qu'on soigne. Hein, vous avez, par exemple, votre cuisine. Alors, je suis désolé, monsieur, encore à l'ouest. Hein. Ben, si vous avez une cuisine à l'ouest, elle va décompenser la partie basse du corps, c'est-à-dire le bassin, les jambes, les genoux... et jusqu'aux les chevilles, les pieds. Attention, je dis toujours, le vastu ne fait pas tout, hein, c'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir une maison qui décompense telle ou telle chose et ne pas les manifester parce que soi-même, on a une vitalité, oui, il faut une accroche, il faut un point d'entrée, c'est-à-dire une faille dans l'énergie personnelle. Mais si vous êtes déjà dans une énergie fragile, sur tel ou tel axe. En médecine chinoise, le yin, le yang, enfin, vous voyez, on a 12 méridiens avec des lignes d'énergie très particulières. Mais si vous avez une de ces lignes qui est déjà faible, et que la maison, elle vient appuyer sur votre faiblesse, bah, ça va décompenser. C'est pour ça que vous avez des personnes qui changent de lieu. Bon, ils ont déménagé, ils ont changé de maison, et puis dans le semestre qui suit, ils commencent à avoir tel ou tel problème de santé. Parce que peut-être que effectivement la cuisine est à l'ouest et bah, ça va apporter des problèmes circulatoires ou peut-être des problèmes gynécologiques pour vous mesdames, parce que ce qu'on appelle le point feu en fait est placé dans un mauvais élément de l'habitat. Hein. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des 5 éléments, air, terre, eau, feu et terre, et ces éléments doivent avoir un certain respect dans l'habitat, mais quand il y a un élément extérieur comme la cuisinière par exemple, là où on prépare le repas, est placé par exemple dans l'élément eau, qui se situe à l'ouest, eh bien on dit qu'on a le feu dans l'eau. Ben, le feu dans l'eau, c'est pas bon, c'est pas bon. Et là je peux vous dire, j'ai des kilomètres d'exemples, parce que en tant que thérapeute, ben, je suis assez, vous voyez, sensible à cet aspect sur la santé. Et j'ai vu de nombreux cas
de personnes qui ont amélioré, voire même guérir de problèmes après un Vastu parce qu'on avait corrigé un point feu mal placé. Oui? Une question bête, mais c'est quoi la maison idéale pour vous? Ah ben la maison idéale, je pense qu'elle n'existe pas. Ou plutôt, elle existe à un instant T. C'est-à-dire que d'abord, on ne choisit pas sa maison par hasard, comme on ne choisit pas son compagnon par hasard. En général, un peu par provoque, je dis que les névroses s'emboîtent bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sur une maison, c'est certainement pas la maison idéale d'un point de vue critère Vastu, mais par contre, c'est la maison qui vous convient. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de subjectif. Et d'ailleurs, quand on intervient en Vastu, on se met en phase avec ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est pas forcément la perfection Vastu qu'on a dans la tête. Vous voyez, c'est là où en fait il faut de la sensibilité, peut-être aussi de l'absence, je dirais, d'objectifs et de résultats. C'est-à-dire, c'est de venir avec bien sûr des connaissances, mais aussi l'innocence. Pour rester en fait. Dans l'énergie subtile. Ouais, c'est ça. C'est en fait dans le contact avec le lieu, parce que. Ce qui est parfait peut-être pour cet habitat, enfin du moins si on essaye de s'approcher de quelque chose qui pourrait être la perfection, eh bien ça va se décliner d'une certaine façon, alors que dans une autre maison ça va être totalement différent. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre le Vastu et qu'il m'a fallu 11 années auprès du maître, c'est que j'y comprenais rien. Les 2 premières années, je comprenais pas grand-chose, parce que on avait fini une consultation, je me dis, wow, là je crois que j'ai mis le doigt sur un truc. Là, je pense que j'ai pigé. Et puis le lendemain, il faisait tout le contraire sur un autre lieu. Puis là, il faut que je revoie ma copie parce qu'en fait, ce que je pensais être un acquis, en fait, pas du tout. Ben oui, mais c'est ça aussi, je dirais, la beauté de la discipline, c'est que c'est du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure. Donc la maison parfaite, Vastu, pour moi, ça n'a pas de sens. Bien sûr, quand on a aussi des gens qui viennent à l'Institut par rapport à un projet. Ils disent, bon, voilà, on vient d'acheter un terrain, on voudrait faire une maison qui soit Vastu. C'est quoi la meilleure maison Vastu? Déjà, je dis, bon, écoutez, projetez déjà votre idée de votre maison, comment vous l'idéalisez, puis on va en reparler un peu. Et puis peut-être qu'on va vous donner des conseils. Est-ce que ça va résonner avec vous ou pas? J'ai pris l'exemple de la piscine. Si je dis à la personne, bon, le Vastu, attention, hein, le Vastu nous dit la piscine, il faut qu'elle soit au nord-est, ici. Ah, et que les gens disent, mais ça va pas, vous voulez mettre ma piscine ici, mais ça n'a pas de sens. Et puis effectivement, ça n'a aucun intérêt à dire, oh non, bah, je ne vais pas faire de piscine. La piscine, en fait, elle serait bien à cet endroit-là. Oui, mais le Vastu nous dit que là, il ne faut surtout pas faire de la piscine. Alors, soit on est effectivement un intégriste Vastu et on dit non, tu ne fais pas ta piscine. Ou alors on se dit, bon, écoute, ok, tu vas faire ta piscine là parce que je vois bien que ça a de la cohérence. Là, ça sera un non-sens de faire la piscine là-bas. Mais il va falloir quand même faire une correction. C'est-à-dire que là, on ne va pas être dans du préventif, mais dans du curatif. C'est-à-dire, ok, tu fais ta piscine ici, mais moi, vraiment, je te conseille, il faut qu'on intervienne en Vastu dessus, parce que sinon, elle va décompenser la maison. Donc c'est ça qui est quand même super avec l'outil, c'est qu'on a des moyens correctifs. Votre cuisine, elle est à l'ouest. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit, merde, ma cuisine est à l'ouest. Ben, ouais, c'est dans le cas du Vastu aujourd'hui. Ben, on n'a pas dit, bon, vous cassez la cuisine et vous la mettez à l'autre bout de la maison. Là, ça va coincer. Mais on a des méthodes pour endiguer ce problème-là. Tout ce dont je vous ai parlé, hein, la toiture qui serait trop longue à l'ouest et tout ça, on sait corriger. On a un arsenal qui est quand même assez fabuleux. Et moi, je suis toujours émerveillé, c'est de voir qu'avec des moyens qui paraissent quand même relativement simples, on arrive à faire des... J'avais une
personne qui est venue à l'Institut se former au Vastu et c'était vraiment une pointure en Feng Shui. Donc, elle me dit, ben, en Feng Shui, des fois, on est un peu limité avec certaines choses. Elle dit, je le sens bien. Parce que, justement, si la cuisine est mal placée, bah, il faudrait la bouger. Et j'ai pas de moyen de faire quoi que ce soit avec ça. Donc là, vous vous rendez compte, si vous dites à une personne, ta cuisine elle est mal placée, vous la laissez avec son problème. Et c'est pas très cool, quand même. Eh bien, cette personne-là, après avoir fait 1 an de Vastu et puis après être diplômée de l'Institut, bon, elle avait déjà, je sais pas, une 50aine de dossiers derrière elle. Elle me dit, mais tu sais, Laurent, je vois bien avec le Feng Shui, je faisais des belles choses, mais c'est comme si je refaisais la peinture, en fait, sur les murs. Avec le Vastu, je bouge les murs. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez, de la puissance du truc. Et puis un des gros avantages aussi qu'on a, c'est que si vous voulez faire un Feng Shui qui est bien et qui évolue, bah oui, effectivement, il faut revenir un petit peu d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, parce que ce qu'on a fait cette année-là, bah, c'est plus tout à fait vrai l'année suivante, et il faut apporter des modifications. On appelle ça en Vastu, en fait, des corrections secondaires qui sont liées à l'astrologie. Au Jyotish, on dirait, en Inde. Eh bien, ok, ça a une certaine importance, évidemment, mais on parle en fait en Vastu essentiellement de correction primaire. C'est comme si on agissait dans les fondations en fait de la maison. Et vous voyez, une maison qu'on a corrigée parce qu'elle était cardinale ou parce qu'elle était en diagonale, bien sûr qu'elle n'est pas sur des roulettes cette maison. On a une méthode pour la remettre en vibration correcte dans son orientation telle qu'elle aurait dû être conçue. Eh bien, vous revenez 1 an après, ça n'a pas bougé, quoi. La maison, si on l'a mis à 20 degrés, elle est à 20 degrés. Et que ça soit, vous voyez, astrologiquement comme ci, comme ça. Donc on est sur un monopan ouest qui écrase la maison, on a une méthode pour relever le toit. Ben, on a relevé le toit, on a relevé le toit. Vous voyez, c'est toujours vrai si le matériel reste, et on agit avec du marbre hein, sur ce genre de choses. Donc du marbre, du cuivre, on est dans la matière. Hein. Y a des personnes qui disent on fait des choses dans vous savez des intentions quoi, on met de l'intention. Oui, ça fonctionne. Moi-même, j'ai bien vu que ça fonctionne. Le seul hic, c'est qu'en général, ça tient pas dans le temps. Ça se redégrade. Et c'est pour ça que quand on vient en Vastu, on agit sur de la matière. La maison, c'est pas un concept. Hein, il y a un mur. Eh bien, on amène de la pierre, vous voyez, le marbre, et on amène du métal avec le cuivre. Mais derrière, il y a quand même une certaine science, moi je dirais vraiment une discipline. Hein, certainement qu'on pourrait un jour peut-être expliquer à travers, je sais pas, les résonances atomiques, enfin, comment on appelle ça, là, cette discipline, hein, oui, voilà, avec la physique quantique, certainement qu'on pourrait arriver à expliquer, bien que les scientifiques dans ce domaine-là, ils sont jamais d'accord. Enfin, il y a des écoles et puis ils sont pas tous d'accord, mais parce qu'on est confronté à des choses qu'on n'arrive pas à mentaliser, à comprendre, hein, à mettre en équation mathématique. En Vastu, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, je me dis, mais on a placé ce cuivre-là et on a changé totalement l'énergie de la maison. Cette petite connerie de trucs qu'on a placé à un endroit précis, par contre. Hein. C'est pas pip, on lance les cailloux comme ça, bon, ça y est, votre Vastu est fait. Non, tout est minutieux. Là, aujourd'hui, on a fait un Vastu, on était à 2, on a mis 5 heures pour faire sur une maison avec son terrain qui avait besoin d'être soigné, la maison avait besoin d'être soignée, voilà, on amène du matériel qui est scellé, enfin c'est en place, le matériel reste, hein, c'est vraiment une renaissance en fait pour le lieu. Et le matériel que vous mettez, c'est la quantité en fait, c'est en fonction de la superficie de la maison, en fonction de la problématique, en fonction de... Les deux, c'est-à-dire il y a des problématiques qui vont nécessiter de mettre plus de matériel, et puis évidemment, si vous avez un studio ou un manoir, c'est bien évidemment que le matériel va être multiplié peut-être par 5, par 10,
suivant, et le temps aussi, hein, parce que bon, sur un appartement, je dirais un petit appartement, bon, du studio, disons, jusqu'au même à l'appartement qui fait 100 mètres carrés, peut-être avec deux, trois chambres, euh, bon, on va mettre à peu près le même temps d'ailleurs, hein, parce que souvent, les, les surfaces petites sont souvent plus problématiques parce que tout est un peu intriqué, donc c'est pas si facile que ça. Mais on va mettre 2 heures, disons. Bon, sur une maison, le pavillon de banlieue, je dis, enfin, c'est peut-être une référence un peu parisienne, mais la maison, on va dire, en périphérie urbaine, qui a son petit jardin de 500 mètres carrés avec ses 130 mètres carrés habitables, bon, on va mettre 3 heures, 3 à 4 heures à peu près. Puis bon, après, bon, on peut mettre. Moi, je suis intervenu sur des hypermarchés. Donc là, c'est 15 000 mètres carrés, 400 personnes qui travaillent sur le site. Bah là, on met 3 jours, 3-4 jours. Et là, effectivement, du matériel, je peux vous dire, il faut amener la quantité. Du coup, il faut que ce matériel il reste en permanence alors. Ah oui, oui, le matériel est scellé. Hein. Le matériel reste. Et si, Mais si la maison est revendue derrière et que ce sont des nouveaux habitants et qu'ils l'enlèvent. Ah, mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ben oui, ben bien sûr. Ça, non, mais c'est une bonne question, enfin, une bonne observation, je dirais, parce que c'est une question qui est souvent posée. C'est surtout quand les gens sont, par exemple, en location, tu vois. Est-ce qu'il faut que je retire le matériel ou pas? Bah, d'abord, c'est très discret. Vous voyez, ici, on a fait un vastou. Bon, on n'a pas cassé des murs. On a été quand même très soft. Hein. Vous voyez pas grand-chose. Les stigmates vastou sont discrets. Surtout, on place par exemple du cuivre. Bah, vous pouvez repeindre, vous refaites les peintures, vous peignez dessus. Ça va absolument rien changer. Au niveau de l'efficacité de la méthode. Donc ça reste assez discret, mais si après, au moment de faire l'état des lieux, on vous dit « Ah, vous avez mis un petit truc là, non, mais là, ça, vous me retirez, ça, oh là, c'est bien. » Vous faites des gris-gris africains, hein, c'est de la magie noire, là, je le sens. On rigole à peine, hein, j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps, hein, une étudiante, son mari a dit « Mais c'est pas de la magie noire quand même que tu fais avec le bassin. » Vous voyez, des fois, les gens, ils projettent des trucs. Bon, et ben, si on peut expliquer, dire, ça, c'est, vous savez, bon, c'est pas la peine de leur parler vastou, ils connaissent pas. Hein. Feng Shui, peut-être. Ah oui, j'ai entendu ce truc-là. Oui, c'est pour la bonne énergie du lieu, c'est parce que on se sent mieux avec ça. Ouais, bon, c'est chinoiserie, c'est machin, j'y crois pas. Non, retirez-moi ça. Ok, fini. Bon, de toute façon, c'est plus votre affaire puisque vous partez de ce lieu. Moi, combien de fois sur mon fauteuil de dentiste, par proximité avec les gens que je soigne, j'ai mes petits capteurs qui me disent bon, voilà, il y a des problèmes là, à tel endroit, parce que je ressens les choses. Et je dis comme ça, entre deux phrases, vous savez. Votre gingivite chronique là ou votre desmodontite ou autre, il y a peut-être un lien avec le système digestif ou le système hormonal, tout ça. Et puis là, il y a 2 réactions possibles. Soit la personne vous regarde avec des yeux comme ça et dit mais de quoi il me parle celui-là? Occupez-vous de mes dents. Bon bah ok, j'ai compris. T'as cloisonné les choses, tu m'as mis dans une case, ok, j'accepte, il n'y a pas de problème. J'ai juste passé une info, tu la prends ou tu la prends pas. Et deuxième réaction, dire ah oui, ah bon, vous croyez que... Je dis bah oui, j'ai étudié la médecine chinoise, vous savez, et effectivement, là de ce que je vois, bah, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait une résonance avec votre système, par exemple, digestif. Ah bah oui, vous me parlez de ça, bah m'en parlez pas du système digestif, parce qu'il y a ci ou il y a ça. Et vous croyez vraiment que la médecine chinoise pourrait faire quelque chose? Bah je dis oui, bien sûr, je pense que ça peut améliorer. Et en plus, je ne vais pas vous revoir dans 6 mois avec le même problème. Parce que même, bon, si on a fait un bon détartrage et puis qu'on a pris
je sais pas, les produits qui vont bien, qui vont un peu retirer l'inflammation. De toute façon, si le problème primaire, il est dessous, vous êtes certain que vous revoyez la personne avec les mêmes problèmes. C'est exactement comme ce dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on fait une médecine aussi belle que la médecine chinoise et on arrive à un bon résultat, on sent que le patient il ressort avec une énergie qui est bien calée, lui-même il dit je me sens mieux, enfin, ah oui, ça vraiment ça m'a fait du bien, mais de toute façon s'il retourne chez lui que c'est toxique, eh ben, le problème va remonter, va revenir. J'ai une question. Sur un terrain, c'est quoi quels sont les correctifs sur un terrain? Alors, les gros problèmes souvent qu'on rencontre sur les terrains, c'est déjà des problèmes de forme de terrain. C'est-à-dire, on peut avoir des formes un peu en triangle, hein, ou en trapèze, on va dire. Ça, c'est plus classique. Bon, triangle, c'est quand même un petit peu plus rare, mais des formes trapézoïdales, ça se rencontre assez souvent. Donc, vous avez ce qu'on appelle la forme de vache, c'est-à-dire depuis le flux public, c'est-à-dire ma façade, vous voyez, par laquelle je rentre depuis la rue, je rentre sur le terrain, elle est un peu plus petite que l'arrière du terrain. Donc on appelle ça en Vastu la forme de vache. C'est une forme intéressante au point de vue de l'énergie. Sauf que peut-être mes angles ouest, je regarde à chaque fois le monsieur là-bas, mes angles ouest sont peut-être pas bien à 90 degrés. Donc ça peut être quand même une problématique. Et puis on a ce qu'on appelle la forme de lion, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire on a une façade très large et puis ça va en se rétrécissant vers l'arrière du terrain. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Du tout. Alors ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'ici on a une forme de lion, on a essayé de la corriger et en fait ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'en fait le terrain vibrait mieux dans sa forme initiale que plutôt avec la correction. Vous voyez, si on est un peu un béotien, là, qu'on y va tête brûlée en se disant ah, il y a une forme de lion, il faut absolument corriger, et puis on y va avec ce gros sabot et on pose le matériel, ben, si ça marche pas, quoi. C'est en rapport à la porte, pardon. Et comment on sait que ça marche pas? C'est qu'on le sait dans son corps. C'est-à-dire la tête se serre, on n'est pas bien. Enfin, oui, il y a cette impression qu'on est mal à l'aise. On retire le matériel. Ah, ben on est vachement mieux sans le matériel. C'était votre question? Non, la question c'était par rapport la forme de vache, c'est par rapport à la porte ou à la façade dominante? Non, c'est par rapport, là, je parlais de terrain, parce qu'on m'a posé la question sur le terrain. Il n'y a rien au fait, c'est l'entrée. Non, vous avez une parcelle cadastrale. Votre parcelle cadastrale, elle vous donne vos limites. Eh bien, quand vous regardez la forme du terrain, vous avez une façade qui est côté rue, puis vous avez l'arrière de votre terrain qui jouxte d'autres terrains privés. Donc, suivant le rapport qu'il y a entre les deux, soit la façade et si la façade est égale à l'arrière du terrain, ok, c'est ok. Si la façade, donc qui est côté rue, elle est plus large et que l'arrière du terrain est plus petit, ça veut dire que ça se rétrécit. Eh bien ça, c'est la forme de lion, c'est pas top. Et si c'est l'inverse, ça va en s'évasant, eh bien c'est la forme de vache. Moi, je voulais vous demander, je sens que j'habite une maison énergivore. C'est-à-dire qu'on l'a acheté il y a 2 ans. On l'a visité 2 fois. Une fois, 2 fois. À chaque fois, je disais non. Puis mon compagnon l'a acheté. Et depuis lors, je perds toute mon énergie tout le temps. On l'a fait corriger. Et est-ce que c'est possible de corriger une maison comme ça ou il faut partir? Ben, je peux absolument pas vous répondre comme ça, ou alors il faut que je me branche un petit peu sur la maison, mais là, je vais pas, je vais pas le faire là en live comme ça. Pas bien dans une maison. Vous savez, sur un peu plus de 2500 expertises, j'ai peut-être 5 exemples de maisons où je me suis dit la meilleure action à faire, c'est d'amener un bulldozer, de tout raser, et donc forcément que les gens devraient aller ailleurs. Je veux pas faire le fier à bras en disant oui, on corrige tout, madame, et puis
Mais même sur des cas quand même les maisons énergivores, mais j'en ai vu des kilomètres de maisons énergivores où les gens ils sont comme ça, ils en peuvent plus quoi. Ils se sont dit mais Moi, je suis comme ça, je suis épuisée, j'en peux plus. oui 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 bah parce que alors peut-être qu'elle a été corrigée un petit peu en géobio. Oui. Bon mais peut-être que le problème est pour 10% en géobio. Mais si le problème est à 90% structurel, bah, le géobiologue il a fait ce qu'il a pu. Bien sûr il a retiré quelque chose quelques éléments pathogènes. Mais bon, voilà, si c'est vraiment structurel, bah, j'aurais tendance à vous dire, faites un devis d'intervention, qui de toute façon, hein, vous vous mettez en rapport avec André. Et puis, de toute façon, André est en cours de formation chez nous, donc de toute façon, on est forcément en collaboration, donc on aura, nous, au niveau de l'Institut, un regard dessus. Et puis, bah, par le canal d'André, on vous donnera une réponse en vous disant, bah voilà, on peut intervenir, oui, bon, effectivement, il y a des choses à faire, parce qu'on a une lecture qui nous permet de comprendre pourquoi vous êtes en déficit d'énergie, pourquoi cette maison vous pompe. Vous voyez, hein, c'est... Après, est-ce qu'il y a aussi un département, enfin une expertise sur le lien entre les habitants, l'énergie des habitants et l'énergie du lieu et comment... Non, en fait, si vous voulez, on vient vraiment soigner la maison. Hein, alors, moi, ça m'arrive de temps en temps d'être sollicité en tant que médecin, enfin en tant que thérapeute. Mais strictement, au niveau du Vastu, on vient soigner le lieu. Et il y a un effet qui se coule, quoi. Il y a un effet de rebond vis-à-vis de l'habitant. Là, ce dont vous parlez, que la maison est énergivore et vous phagocyte, en fait, votre énergie, elle vous vampirise d'une certaine façon, eh bien, si on lève le problème de la maison, forcément qu'il va y avoir un impact pour madame. On a de multiples exemples. Là, j'ai été, mais il n'y a pas plus de... il y a 3-4 jours, j'étais à Strasbourg, enfin, pas exactement dans la localité de Strasbourg, un peu au-dessus, pour accompagner une étudiante. Parce que dans notre système de formation, vous voyez, je suis ici pour accompagner André, parce que c'est comme un compagnonnage. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au début, bah, il faut que l'ancien il soit là avec le nouveau, et puis bah, petit à petit, il y a une expertise qui grandit, qui se fait, et puis bah, il y a arrivé un moment où il y a un socle qui est suffisamment stable pour dire, bah, voilà, tu es en autonomie, ce qui ne veut pas dire que peut-être si un jour André rencontre un cas qui lui paraît très difficile, où il se sent peut-être en limite de compétence, eh bien, on continuera à l'accompagner, hein, à le conseiller, peut-être même venir avec lui sur un site qui serait vraiment, vraiment très, très compliqué. Donc, c'est... Il n'y a pas de... Là, j'ai perdu un petit peu le fil. Comment ? Oui, voilà, à Strasbourg, c'était ça. Je savais bien que j'étais parti loin de Strasbourg. Eh bien, le mari de cette étudiante, qui d'ailleurs ne croit absolument pas au Vastu, il a dit, bon, ben écoute, ok, on fait notre maison. Bon, il y avait suffisamment, je dirais, d'amour dans le couple pour dire, bon, bah ok, allez, c'est ton truc, bon, fais-le. Bon, moi, je suis très sceptique là-dessus, parce que ce gars est hyper rationnel, bon, et ces trucs-là, là, c'est... Et en fait, il s'avère que ce monsieur dort très mal, et qu'il a mal au dos, et il a mal aux jambes, depuis 10 ans. On fait le Vastu, la première nuit qui a suivi le Vastu, il s'est levé le matin et dit, c'est dingue, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal au dos, et j'ai bien dormi. Bon, peut-être... deuxième nuit, pareil. Alors, voilà, sur quelqu'un qui croyait absolument pas. Alors, évidemment, ça paraît... Je vais pas dire que... Attention, parce que quand on a dit, ouais, moi, j'ai tel problème, vite, faisons un Vastu pour... Non.
parfois les problèmes restent parce que dans le dharma de la personne, je dirais karmiquement, bon, ben, il doit passer par là et le vastu va pas aller contre. Vous voyez, il est très respectueux de ce qui est juste pour la personne, mais ce qui est juste, c'est pas forcément ce qu'elle veut. Des fois, on veut ça, mais en fait, ce qui est juste pour toi, c'est d'aller là et non pas d'aller là. Donc le vastu va pas contraindre, vous voyez, suivant tes caprices, quoi, si tu veux. Non, il va faire ce qui est juste. Et ça, c'est important, parce que la vibration, c'est une vibration de lumière, c'est une vibration très porteuse de vie, mais la vie, bah, c'est justement d'aller vers ce qui est juste. Bon, je sais pas, ça fait combien de temps que je cause là? Ça fait 1h15. Ah, déjà, 1h15. Tu vas aller Bon, peut-être, non, ça va, ça va. Peut-être encore une ou deux questions pour clore, puis après, bon, je crois qu'on a des petites choses. Moi, je voudrais savoir, voilà, on a un problème avec la maison, vous faites une consultation, en fait, vous venez, vous faites un diagnostic. Alors, comment ça se passe, c'est ça? Oui, voilà. En fait, comment se passe une correction? Ben, bon, déjà, la première étape, c'est un petit peu de savoir combien ça va vous coûter, parce que Oui, ça, c'est important. une intervention, c'est pas, ben, bien sûr, c'est pas gratuit, et on est... Je vais vous donner un ordre d'idée, mais il ne faut pas que vous restiez absolument fixé sur ça, parce que ça peut être plus ou ça peut être moins. On est grosso modo autour de 10 € du mètre carré sur la partie construite. Pas le terrain, bien sûr. Hein. Si vous avez un terrain de, je sais pas, qui fait 1 hectare, vous multipliez par 10 € du mètre, vous vous enfuyez en courant. Hein. Mais on va prendre 2 critères. C'est-à-dire, si c'est une maison, on va regarder un petit peu comment elle est fichue. Donc ça, c'est un devis, bon, qui est gratuit, bien sûr. Hein. C'est un devis de tout artisan, ne vous engage pas, évidemment, à faire, mais au moins, ça permet de savoir où on met les pieds et à quoi on s'engage. Mais vous voyez, le pavillon de banlieue dont je parlais tout à l'heure, de 130 mètres carrés avec son terrain, bah, souvent, on va être autour de 1 500 € à peu près entre le déplacement, le matériel, voilà, le package. Donc, c'est vrai que c'est un budget. Un appartement, souvent, c'est assez rare qu'on dépasse les 1 000 €. Bon, ça dépend. Si vous avez à Paris, dans le 7e, un 300 mètres carrés, ça va être un peu plus, bien sûr, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de matériel. Voilà, mais bon, après, si c'est une très grosse maison, bon, moi j'ai fait des devis à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Quand j'interviens dans un hypermarché, vous imaginez bien que on n'est plus du tout dans les mêmes niveaux, quoi. Ça m'a surpris par rapport à l'hypermarché. C'est le directeur de l'hypermarché qui vous a fait la demande. Il était très consciencieux, je trouve. Alors, vous savez, c'est souvent en fait des questions de rencontre et des questions, je dirais, un petit peu d'opportunité de rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, il s'avère que, pour la petite histoire, bon, je peux vous dire, bon, ça reste quand même confidentiel, hein, mais c'est une grande entreprise de bricolage, je vais quand même pas donner sa marque, Oui, et en fait, c'était pas en France, c'était à Moscou. Et il s'avère que, bon, j'enseigne la méditation et que j'avais un séminaire, j'animais un séminaire de méditation à Tunis. Et ce monsieur qui est le grand patron de cette marque française, eh bien, vient en fait, parce qu'il me suit par les techniques de méditation que j'enseigne, il me suit depuis quelques années. Et donc, à la fin du séminaire, il reprenait en fait un avion pour Moscou que le lendemain, et le séminaire se terminait donc la veille, le midi. Et l'après-midi, j'avais prévu de faire un vastu chez un médecin de Tunis. Et je lui dis, bon, je n'ai pas donné de nom non plus, mais j'ai dit à cette personne, bah, tiens, tu veux pas m'accompagner, je fais un vastu. On me dit, ouais, ça m'intéresse, depuis le temps que t'en parles, ce truc, je voudrais bien voir ce que c'est. Et donc, il a été très très surpris, c'est qu'il a senti en fait que l'énergie changeait.
Et donc, moi, je prends la balle au bon, et je lui dis, mais t'as pas un magasin pourri, tu vois, dans tes... Alors, en souriant, il me regarde, il me dit, oh, j'en ai plusieurs. Et, et donc, ça a cogité, si vous voulez, puis il a dit, mais ça pourrait être intéressant à titre expérimental, effectivement, d'en faire un. Je pense notamment à un magasin en particulier où on a des critères qui sont hors normes par rapport à nos stats. C'est-à-dire qu'on a de l'absentéisme, on a beaucoup d'arrêts maladie, on a beaucoup de problèmes, le chiffre d'affaires, il n'est pas dans les projections, c'est pas normal, enfin, vous voyez, et on ne comprend pas pourquoi. Donc, on a accès, si vous voulez, à un petit dossier, surtout sur les influences électromagnétiques, parce que là, bon, il faut quand même... c'est pas ce monsieur qui allait me faire le chèque, hein, donc il fallait quand même, au niveau des contrôleurs de gestion, leur présenter un truc, vous voyez, qui tienne un petit peu la route. Donc on a beaucoup axé sur les pollutions électromagnétiques qui fatiguent les gens, peuvent tout à fait expliquer qu'il y ait... Et donc, comme ils ont des budgets en recherche et développement, ça pouvait rentrer dans ce cadre-là. Et donc, nous sommes intervenus donc, pendant 5 jours sur ce magasin, et ils ont été tellement contents qu'on en a fait 3 autres. Et donc, c'est pour vous dire. Et là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. De toute façon, le monsieur m'avait dit, bon, écoute, on en fait un, mais c'est à titre expérimental. Si on voit aucun résultat, voilà, ça aurait été une expérience, et puis point barre. Donc, bon, et le professionnel représente à peu près un bon quart de nos sollicitations. Voilà, je suis intervenu, là encore, j'étais dans la région de Strasbourg avant d'aller chez cette étudiante qui est en cours de formation. J'ai été faire un Vastou dans une entreprise de BTP, qui est une bonne PME, avec 60-80 salariés. Bon, ça commence quand même à avoir du corps. Et voilà. Et en général, les sollicitations dans le monde professionnel, elles sont de 2 ordres. C'est soit du structurel, c'est-à-dire le structurel, enfin non, excusez-moi, je vais prendre un autre vocabulaire. C'est soit le business en tant que tel, c'est-à-dire le chiffre d'affaires n'est pas bon, enfin ça pédale, on sent que l'activité tourne au ralenti, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit c'est le social. C'est-à-dire que, bon, le business, dans les grandes lignes, ça marche, mais il y a une ambiance qui est vraiment délétère, enfin, voilà, il y a beaucoup de conflits, enfin, il y a un turnover anormal du personnel, parce que les gens, ils n'aiment pas la boîte, ils ne restent pas, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, le Vastou est complètement indiqué. Quand vous parlez des résultats des transformations, vous avez un temps d'observation? C'est immédiat. C'est immédiat. C'est ça qui est très très étonnant. C'est que, par exemple, le Vastou qu'on a fait aujourd'hui, les personnes sentaient qu'il se passait quelque chose, quoi. C'est bizarre, quoi. Des moments, il peut y avoir un peu d'émotionnel même qui monte. Enfin, de temps en temps, on a l'impression qu'on n'est plus sur ses jambes. Enfin bon, il se passe des choses. On n'arrive pas à comprendre effectivement ce qui se passe parce que bon, les personnes subissent un petit peu la transformation, quoi, mais l'effet, il est immédiat. C'est pour ça d'ailleurs que quand on pose du matériel Vastou, dans les secondes qui suivent, on a le résultat. Si ça serre la tête, ça veut dire que ton truc, il ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas 10 minutes après. C'est dans la seconde où on pose le matériel. C'est ça qui est stupéfiant, quoi. On a la réponse immédiate. Par contre, les conséquences, elles peuvent un petit peu se dérouler dans le temps, mais c'est pas dans 2 ans. Hein. C'est même pas, je dirais, dans le semestre qui suit. En général, c'est dans les semaines, voire même des fois dans les jours. Il y a des trucs, les synchronicités qui se passent, c'est quand même très très étonnant. Et ça s'explique par le fait que quand vous êtes en lien vibratoire avec votre Dieu, parce que c'est très puissant le lien intime que vous avez dans l'énergie avec votre habitat. On n'imagine même pas à quel point, en fait, il y a une synchronicité énergétique qui s'établit. Eh bien, ça vous fait vibrer à un certain niveau. Et je dirais que vous avez un portail qui s'ouvre devant vous, qui est lié à ce niveau-là. Je vais essayer après de revenir à ce que je veux dire, mais quand vous avez un terrain qui est vibratoirement bas,
bah ça ne va pas intéresser des corps de métier qui sont en vibration haute. Vous allez trouver le loser du coin, quoi. C'est-à-dire celui qui va vous faire un truc qui est pas terrible, parce qu'il sera en accord énergétique avec le lieu. Vous voyez, hein? Qu'est-ce que je disais avant? C'est la fin de journée, avec un Vastou de 5 heures aujourd'hui. C'est d'une entreprise de BTP. Dans l'entreprise de BTP, ouais. Hein? Vers Strasbourg, tu disais? Ouais, ça, oui, je vois l'entreprise de BTP. Non, peu importe. Bon, c'était peut-être pas si important que ça. Il est où votre institut? Vous êtes dans la région ou vous êtes... Non, on est près de Bordeaux. On est près de Bordeaux, on est à Castillon-la-Bataille exactement, donc c'est près de Saint-Émilion, ça en général, les gens connaissent. Vous avez choisi Bordeaux. Des bonnes vibrations avec. Par rapport au Vastou? Non, non, pas du tout, c'est la vie. Là aussi, il y a eu des signes assez rigolos, mais je ne vais pas partir dans l'histoire, parce que là, je repars sur un quart d'heure, et puis c'est pas si important que ça. Mais c'est assez curieux d'ailleurs comment, effectivement, le lieu vous choisit, parce que des fois, on dit « je choisis le lieu », mais des fois, c'est aussi le lieu qui il vient là, toi. You are fit for that, hein, tu vois, c'était à sa place. Hein. Et la formation dure combien de temps? Allez, on va recruter du monde. On a mis des culs. Alors, question importante. Je demande encore un petit peu quelques instants, puis après, je crois qu'on va aller à la collation. C'est combien dure la formation, en fait, chez nous? Eh bien, en fait... 11 années. Non, ça c'était la mienne, pardon. En fait, on a un premier séminaire donc, qui se passe plutôt en présentiel, mais on accepte quand même la visio pour ce premier séminaire, dans lequel en fait on va expliquer comment fonctionne l'énergie et quelles sont les grandes problématiques qu'on va rencontrer. Donc, après ce séminaire, on a déjà une idée diagnostique. C'est-à-dire que, ah ben oui, cette boutique-là qui marche jamais, ben, en fait, on peut déjà comprendre en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on sait la soigner. Pour l'instant, on est capable de faire du diagnostic, ce qui peut éviter aussi de faire des erreurs par la suite. Si on change de lieu, vous voyez, on peut avoir cette idée, oh là là, elle est dans l'impasse, forme de lion, à 45 degrés, vous voyez. Donc, on se dit, oh là, là, il doit y avoir quand même pas mal de soucis. Bon, on est capable de faire un diagnostic. D'ailleurs, moi, je trouve que tous les thérapeutes devraient au moins faire ce séminaire-là pour ne serait-ce qu'avoir cette vision et cette dimension de l'énergie de l'habitat et de son impact sur le vivant. Ne serait-ce parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Moi, je connais un petit peu l'ostéo, mais je ne suis pas ostéo. C'est-à-dire quand j'ai quelqu'un sur ma table et je mets mes aiguilles d'acupuncture, des fois je me dis, bon, ce serait bien que tu passes un peu par la case ostéo aussi, tu vas faire 1 ou 2 séances, ça te ferait du bien. Ce n'est pas dans mon domaine de compétences. Mais si vous avez un patient et que vous voyez que c'est chronique, et puis en plus, vous posez ne serait-ce qu'une question, est-ce que tes problèmes, il n'y a pas une synchronicité avec changement de lieu? Ou est-ce que quand tu pars, je ne sais pas, à un autre endroit, c'est différent? Tu vois, par exemple, tu as des problèmes de sommeil, ben, tu vas autre part, c'est marrant, quand je suis à l'extérieur de la maison, je dors bien. Quand je reviens à la maison, je ne dors pas. Quand je suis à la maison, il y a une bonne harmonie, ça va, c'est bien. Ça ne fait pas une demi-heure qu'on est rentré dans la maison, on s'engueule. Ce genre de choses. Ben là, vous voyez, si vous posez quelques questions comme ça, on peut se dire, bon, là, on met le doigt quand même sur une problématique de la maison. Donc, ce premier séminaire, il sert essentiellement à faire ça, à avoir du diagnostic. Et si après, vous êtes intéressé pour, je dirais, mettre vraiment... non plus la main, mais vraiment le bras, voire la personne tout entière dans le Vastou, eh bien, vous avez un deuxième séminaire. Le premier séminaire dure 4 jours et demi, et le deuxième, qui a lieu à peu près entre 1 mois et 1 mois et demi plus tard, c'est ce qu'on appelle le V2, hein, V1 Vastou 1, V2 Vastou 2. Là, on va apprendre la thérapeutique, c'est-à-dire que j'ai tel problème,
eh bien le Vastu préconise d'agir de telle manière pour solutionner le problème. Donc là, on bascule sur le côté thérapeutique. Mais comme je dis toujours, à la fin du V2, je dis aux étudiants, ben maintenant, votre formation, elle commence en fait maintenant. Parce que vous avez appris les gammes, vous avez appris les notes, vous avez appris un peu de solfège, vous savez ce que c'est qu'une noire, une blanche, une croche, mais maintenant il va falloir déchiffrer des partitions. Déchiffrer des partitions, c'est rentrer en communication avec un lieu, le comprendre, comprendre son énergétique, et puis faire en sorte de déployer l'arsenal Vastu pour solutionner les choses. Et comme on est dans cet esprit compagnonnage, on se déplace comme je fais aujourd'hui pour accompagner sur les premiers dossiers. Puis ensuite, il y a tout un accompagnement qui se fait en supervision, c'est-à-dire qu'en fait, on discute en amont, avant l'intervention, comment il faut conduire les choses. Et puis on laisse évidemment l'étudiant d'abord déployer un peu sa stratégie, quel problème il a vu, tout ça. Et puis on met l'accent peut-être sur un point sur lequel il est passé un peu vite, où il y a peut-être un truc qu'il a omis. Donc donc en fait il y a une feuille de route. On fait même parfois ce qu'on appelle des assistances, c'est-à-dire que pendant que l'étudiant est sur le site, ça c'est surtout Lydie, mon épouse, qui s'occupe de ça, eh bien elle est en lien. Et alors, ça peut être un lien téléphonique quand il y a un petit problème qui est rencontré, mais il y a aussi un lien d'énergie, et en fait, ça sécurise tout le monde. En fait, ça sécurise la personne, évidemment, chez qui on intervient, ça sécurise l'étudiant, et ça sécurise aussi l'institut, parce que karmiquement, on prend une responsabilité quand on forme quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on a une charte éthique de fonctionnement, enfin, un truc quand même assez cadré, assez carré, qui d'ailleurs les rassure, de se dire, au moins, on n'est pas lâché dans la nature, parce que c'est un outil qui est puissant, hein. Et il faut le manier avec attention, avec conscience, avec éthique, c'est important. Voilà, donc la formation, pour grosso modo, elle est rapide au début, pour ces 2 séminaires, et puis après, généralement, il faut 1 an à 1 an et demi à peu près pour arriver à la certification, c'est-à-dire on sait que là, il y a vraiment un socle de connaissances et de sensibilité qui est bien acquis. On sait que l'étudiant ne fera pas de grosses bêtises, il y en aura peut-être des petites, mais moi, vous savez, le nombre de bêtises que j'ai pu faire. Mais évidemment, ça se bonifie avec les années, c'est-à-dire que petit à petit, quand on a fait 50 dossiers, quand on a fait 100, quand on a fait 500, c'est sûr qu'on ne fait pas les mêmes Vastu. Je ne fais pas le même Vastu aujourd'hui que je faisais il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais l'important, c'est de faire progresser le lieu. Vous voyez, c'est-à-dire que de toute façon, tous les étudiants qui sont à l'Institut, quand ils interviennent, on est au taquet. On leur donne en fait mon expertise, ou l'expertise de Lydie qui est aussi grande, ils l'ont par procuration en fait, parce qu'il y a un accompagnement, et en fait c'est exactement comme si on se déplaçait. Voilà, écoutez, sur ça, ça fera la conclusion de notre échange. Merci à vous de vous être déplacés. Et puis, je vous invite, je crois que vous avez amené des petites choses, on va faire un petit grignotage, et puis on peut peut-être continuer à échanger d'une façon moins formelle.